J'ai eu des amis, quand j'étais plus jeune, qui s'appelaient Kwame, Koudou, des amis avec qui les rapports étaient très bons. Aujourd'hui, qui me regardent avec un air d'étranger. Je suis gêné. Mais ce regard d'étranger n'est pas anodin. Nous savons pourquoi il y a ce regard d'étranger. À cause de ce qui a pu se passer, à cause des manipulations qu'il y a pu avoir. Je pense que la jeunesse doit prendre conscience que nos parents qui sont décédés lors de la crise, à cause des manipulations et de l'influence, ne reviendront jamais à la vie. Mais c'est censé nous donner des conseils, c'est censé nous faire apprendre des choses et nous servir d'exemple pour mieux marcher dans la vie. Donc faites attention aux discours de haine et ne tombez pas dans cette manipulation médiatique. La deuxième cible de mon message, c'est nos personnalités politiques. Ils doivent comprendre que la jeunesse ivoirienne aujourd'hui n'est plus cette jeunesse-là, et je l'espère, qui se lèvera pour aller se battre pour un certain candidat, pour un quelconque candidat. Peut-être des étrangers à la guerre que nous avons pu avoir en Côte d'Ivoire le feront, mais pas notre jeunesse. Donc, je leur demande de nous montrer l'exemple ou de partir, tout simplement. Nous n'avons pas besoin de guerre, nous avons besoin de paix, nous avons besoin de calme. Je demande vivement à nos gouvernants de prendre des dispositions de sorte à ce qu'on ne puisse plus avoir une effusion de sang en Côte d'Ivoire. Est-ce que je pense qu'il y aura un problème? Je ne pense pas. Parce que je pense que la jeunesse ivoirienne aura écouté ce message et aura compris que quand c'est pour remporter le pouvoir, c'est eux qui nous incitent à la haine, c'est eux qui nous incitent à nous battre, c'est eux qui nous incitent à prendre des armes. Sortez de vos maisons, si vous dormez, ne dormez plus, etc. Mais lorsque ça va, c'est entre eux que ça se passe. C'est entre eux qu'il y a des distributions de sous, c'est entre eux qu'il y a des marchés, c'est entre eux que la corruption se voit. Et encore, quand ça va, c'est nous qui payons les pots cassés. Aujourd'hui, quand je vois le ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, organiser à quelques mois de la culture, des élections à un forum de l'emploi, je suis d'abord déçu du manque de stratégie du ministre Mamadou Touré. C'est flagrant. Ce n'est pas comme ça qu'on dirige une jeunesse, monsieur le ministre. C'est incroyable à quel point il n'y a aucune subtilité. Donc ce n'est pas avant les élections qu'on va essayer de nous intéresser à un problème qui n'a pas encore eu de solution. Mais avant les élections, il y a eu quand même pas mal de programmes pour les jeunes, tout de même en 15 ans. Oui, je ne suis pas le ministre Mamadou Touré en fait tout de même souvent le point. Il en fait le point très souvent par rapport aux programmes qui ont été dédiés aux jeunes, par rapport à des financements. 1 milliard de jeunes par jour. Vous avez un fils 1 milliard de francs CFA par jour pour la jeunesse. Pour la jeunesse. Au-delà des 1 milliard de francs CFA, il y a eu tout de même beaucoup de projets qui ont été faits à l'avantage des jeunes. Et le ministre Touré Mamadou, justement, fait très souvent le point. Je suis d'accord avec vous, mais j'ai une question à vous poser parce que j'ai des jeunes qui me parlent. Je discute avec des jeunes. Il y a eu combien d'entreprises représentées ce jour-là au Palais de la Culture? Est-ce que vous savez? Combien d'entreprises étaient là pour recruter? Vous savez? Si toutes les initiatives avaient été mises en place, comme vous le dites, par Mamadou Touré, avant les élections, vous pensez qu'il y aurait 10 000 jeunes qui cherchent à travailler comme ça en Côte d'Ivoire? 10 000 jeunes. Et encore, je pense que le nombre est restreint, c'est un petit nombre que nous donnons. C'est plus de 10 000 jeunes. Donc, s'il y avait tant que ça des initiatives qui avaient été initiées au niveau pour la jeunesse donc pour toi, ce forum, c'est un leurre quelque part pour appâter les jeunes à l'orée des élections? Ce n'est pas pour moi, c'est une réalité, c'est un fait. Ce n'est pas à la veille des élections qu'on essaie de trouver une solution à laquelle depuis 15 ans, on n'a pas pu trouver. Ce n'est pas lorsqu'on a besoin des votes qu'on vient nous faire croire qu'on va réussir à régler notre problème de chômage. Monsieur le ministre, ce n'est pas comme ça qu'on trouve une solution à une jeunesse. Moi, je demande juste à monsieur Mamadou Touré de revoir sa façon de gérer les choses. Je l'avoue, hein, l'agence emploi jeune a été mise en place. Il y a certaines dispositions qui sont mises en place. Ça existe depuis de nombreuses années. Hein. Exactement. Donc, depuis l'AGEP, depuis 1993-95. Vous convenez donc avec moi que ce n'est pas une initiative. La dénomination qui moi, aura changé. Personnellement, je pense que nous sommes dans un état sérieux.
nous sommes une jeunesse. Notre avenir, si ce n'est pas le cas pour certaines personnes, notre avenir est important pour nous. Lorsque je vois le ministre Mamadou Touré recevoir Dougou Tigui, par exemple, pour le... je ris tant j'ai mal. Et parfois, la douleur se manifeste par des sourires. Quand je vois des centaines de jeunes... Ça reflète un peu avec ce que des tu as dit idées. lors de ta prise de parole à l'Ivoire, lorsque tu dis qu'on est dans une société Côte d'Ivoire de kakistocratie. Voilà. Exactement, parce que c'est ce qu'on voit. Des récompenses des jeunes. On récompense des jeunes qui sont dans la distraction, pendant que des jeunes là qui ont des projets sérieux sont mis à l'écart. Pourquoi ils sont mis à l'écart? Pourquoi est-ce qu'on donne tant d'argent à Dougou Tigui pendant que Benaziz Konaté, par exemple, a une entreprise volaille d'or et reçoit 10 millions chaque année, parce qu'il est président de la Fédération des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, 10 millions chaque année. Pendant qu'un individu, combien a reçu Dougou Tigui? Pour une entreprise qui a fait faillite. Parce que distraire un peuple nous permet de le manipuler, tout simplement. On n'est plus à une phase où la jeunesse ne comprend pas le système politique. Je dis qu'aujourd'hui, on met les jeunes au pouvoir. Je pense qu'avec un certain accompagnement, on pourra redresser la Côte d'Ivoire. Parlons du franc CFA. Je dis, il faut un nouveau visage. C'est le franc CFA, par exemple. Une monnaie qui nous maintient sous domination. Une monnaie qui n'est pas gérée par nous-mêmes. Si nous, Guillaume Vergès, notre président ne peut pas produire le nombre de billets qu'il veut, si jamais nous avons des problèmes en Côte d'Ivoire, pour avoir un certain montant, on doit demander la permission. Les billets, le franc CFA n'est pas fabriqué en Côte d'Ivoire, c'est fabriqué quelque part en France. Tout ça, c'est des problèmes auxquels on ne trouve pas de solution. Et pourquoi on ne sort pas du franc CFA? Parce qu'on a peur de perdre un certain soutien. Il y a tous ces sujets-là que des jeunes maîtrisent, que des jeunes connaissent. Il n'y a pas que des jeunes abrutis, il n'y a pas que des jeunes distraits en Côte d'Ivoire. Il y a aussi des jeunes instruits. Et ces jeunes instruits ont besoin de soutien. Ces jeunes instruits ont besoin... On a besoin d'un visage nouveau. On a besoin d'une Côte d'Ivoire nouvelle. En tout cas, pour parler de jeunes instruits, on en a un cap à temps sur notre plateau. Et je suis très heureux de voir... En tout cas, ça vole très haut. Ça vole très, très haut. Il faut qu'on aille vers la fin de cette interview. On va quand même faire la petite parenthèse de « C'est à toi que je confie ». Et tu nous as confié pas mal de belles choses. Moi, je lis en exclusivité, je voudrais t'en remercier. Merci pour l'honneur que tu m'as fait de lire. Donc, en avant-première, l'ouvrage « C'est à toi que je confie ». Tu parles de la vie de ce jeune de Péléforo. Péléforo, sa marche commence quelque part au nord. Ce jeune qui grandit avec ses parents, d'une caste, on va dire, de prince, de roi, mais qui a eu une vie chaotique, mais qui au final a pu quand même, au terme des vicissitudes existentielles, a pu s'en sortir et quelque part reste en tout cas la démonstration forte de cette jeunesse dont tu parles et qu'on voudrait, qui devrait en tout cas pouvoir se soustraire de toutes les difficultés auxquelles elle fait face. On en parle, le jeune Péléforo. De quoi il s'agit dans cet ouvrage justement? Bien. Toi, tu en es l'auteur. Tu pourrais mieux en parler. C'est vrai que moi, j'ai essayé de synthétiser un peu parce que je l'ai lu d'un seul trait. 170 pages ou 135 pages, je crois. Si 145 pages, oui. Plus exactement. Oui. Je l'ai lu pendant 4 heures, 5 heures de temps. Mais en tout cas, très, très bien écrit. Alors, Péléforo parle sans filtre des réalités de milliers de jeunes Ivoiriens. Des réalités que certaines personnes préfèrent ignorer, se disant qu'elles vont se résoudre elles-mêmes. Mais les réalités, les problèmes ne peuvent pas se résoudre eux-mêmes, il faut en parler. Péléforo est véritablement un appel à la conscience, mais également un message d'espoir. Dans Péléforo, on entend qu'il n'y a pas de fatalité. Peu importe ta situation sociale, peu importe les défis auxquels tu es confronté, peu importe le système, aussi gangréné qu'il soit, dans lequel tu évolues, il y a toujours une sortie si tu suis la lumière au bout du tunnel, tout simplement. En tout cas, le jeune Péléforo, il a une vie très, très difficile.
Moi, je vois ces images de sa première marâtre. Tu le battais, cette femme gourou, dont l'auteur que tu es parle dans le livre. Ensuite, la marâtre, la femme d'Oula, Tanti Mariam, je crois bien. Tanti Mariam. Voilà, Tanti Mariam, malgré toutes ces bastonnades, et le jeune qui, en tout cas, au final, a pu. Il a même eu, il a eu un parcours académique un peu en dents de scie. Et même lorsqu'il a pu avoir le baccalauréat avec l'aide de sa mère, qu'il est venu à la ville, à Abidjan, parce que le jeune de Korogo, ensuite, il s'est retrouvé à Tia-Salé, il a bourlingué un peu partout, il s'est retrouvé à Abidjan. Et même là encore, à l'université, il va avec les mauvaises compagnies. Il se retrouve même en prison avec 2 frères. Toutes ces intrigues dans cet ouvrage. C'est un fait vécu. Peleforo, il a vraiment existé. Il a vraiment vécu tout cela. C'est vrai, l'ouvrage va sortir, chacun se fera son opinion. Mais est-ce qu'il a vraiment vécu tout cela? Bien, alors avant de répondre à cette question, j'aimerais préciser un fait. Ce fait-là, c'est le suivant. Si j'avais un problème contre ma famille, la famille Gon, je n'aurais pas utilisé un personnage avec le nom Peleforo. Peleforo, c'est mon arrière-grand-père. D'accord? Peleforo Gon Koulibaly, Amidou Foué-Boigny, etc., géniteur, etc., d'Amadou Gon Koulibaly, etc., ministre et tout ça. Donc, j'ai utilisé Peleforo déjà pour mettre en avant ma famille. Parce que j'aime ma famille. Il y a des blessures internes, on en parlera, mais j'aime ma famille. Au-delà de ça, Peleforo est le miroir de la jeunesse. Il reflète les réalités de milliers de jeunes en Côte d'Ivoire. Dans cette œuvre-là, nous parlons de différentes réalités vécues par différents jeunes en Côte d'Ivoire. J'écoute la jeunesse, je suis à l'écoute de la jeunesse, on me parle. Mais c'est vrai qu'un écrivain laisse un peu du sien, un peu de lui-même dans une œuvre. Mais ce n'est pas une biographie. Tout à fait. Ce n'est pas une biographie. Ça reste un récit assez romancé. Laisse un peu de lui-même dans une œuvre. C'est la vie de plusieurs personnes, plusieurs jeunes, des milliers de jeunes en Côte d'Ivoire, qui a été structurée. Au point où le jeune Peleforo, il se retrouve même à force d'addiction de drogue dans un camp sommaire où pour les sorties de la drogue, il y a vraiment, on va dire, des méthodes assez archaïques, mais tout de même qui arrivent tout de même à faire leur effet. D'autant plus que malgré les Nansigui, tu en parles, ils arrivent à se soustraire quand même de la drogue, à se sortir. Et même, il arrive à construire une vie familiale. Parce que il arrive à avoir une belle jeune dame qui s'en fiche de lui. Il y a eu Trudy et il y a une autre. Trudy, je crois, c'est elle-même qui a pu lui donner un enfant dans le roman. Oui. Et il y a la belle Yasmine, je crois bien, qui, elle, est restée sous l'addiction, malheureusement, de l'herbe. Pas mal de choses. Waouh. Bon, il y aura peut-être un tome 2. Mais avant d'en arriver là... En tout cas... Avant d'en arriver là, j'aimerais préciser un autre détail. Ouais. Ce détail-là, c'est que vous avez pu le dire vous-même, il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire qu'après tout ce par quoi Peleforo est passé, donc après tout ce par quoi les milliers de jeunes en Côte d'Ivoire passent, la drogue, le trafic de drogue, qui fait rentrer la drogue en Côte d'Ivoire, on en parle dans l'œuvre. La corruption, qui sont les acteurs, comment sortir de là, on en parle dans l'œuvre. Après tout ça, il y a une solution. Il y a une solution et il y a une possibilité de sortir du piège qui a été orchestré par un système. Il y a la possibilité, peu importe que tu sois pauvre, que tu viennes d'une famille où il n'y a pas les moyens, que tu sois actuellement dans la drogue, que tu sois actuellement en prison, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, il y a une solution si tu suis des conseils. Il y a un adage qui dit chez nous en Côte d'Ivoire que ce qui conseille, ce n'est pas des conseils, c'est les conséquences. Voilà. Et dans cette œuvre-là, nous avons des conséquences d'un jeune qui s'adonne à la drogue, à la corruption, au vol, à la prison. Dans cette œuvre-là, nous parlons de la vie de milliers de jeunes en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas que j'ai pris de la drogue, parce que c'est très important parce que vous avez essayé de faire un certain rapprochement. Il faut dire que je suis ivoirien. Je suis né en Côte d'Ivoire, je connais les réalités, je vois les réalités, j'entends. J'ai vu des milliers de destins brisés à cause de la drogue. J'ai vu des milliers de jeunes être enfermés en prison. J'ai vu la corruption, etc. C'est qui la cible de mon œuvre? La cible de Peleforo, c'est tout le monde.
c'est d'abord la jeunesse. La jeunesse doit savoir qu'elle a un potentiel qu'elle doit exploiter. Elle doit savoir que peu importe les difficultés qu'elle traverse, elle pourra s'en sortir dans la vie. C'est les parents qui doivent être à l'écoute de leurs enfants, qui doivent enseigner l'amour de la lecture aux enfants, leur faire comprendre qu'il est important de lire, mais également se servir de ce manuscrit comme un code de vie, où il y a les réalités de la jeunesse ivoirienne. Ce n'est pas inventé, il n'y a pas de fiction. Tout ce qui est écrit dans cette œuvre est vrai. Avec différents acteurs? Non. Ou c'est le même? Structuré en un seul personnage pour la cohérence des propos. Tout simplement. La cible, c'est les institutions de la Côte d'Ivoire, l'école. L'idée est que cette œuvre-là soit étudiée par des élèves à l'école. Qu'on puisse faire en sorte que les élèves puissent lire cette œuvre-là. C'est vrai qu'on a lu des œuvres comme Racine, etc. à l'école. Les phrases de Bento. Les phrases de Bento, etc. Ouais, le plus célèbre. Mais l'idée, c'est que nous puissions apprendre à nos jeunes, à nos enfants, les réalités de la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'on dira qu'on ne le fait pas, parce que ça vient d'un jeune qui apporte certaines critiques. Peut-être que la vérité blesse, mais je pense que pour le bien de la Côte d'Ivoire, pour le bien de la jeunesse, il faut également qu'on puisse faire en sorte que cette œuvre-là soit un best-seller, comme la Bible, parce qu'elle vient pour prêcher la nouvelle évangile, la nouvelle citoyenneté nationale. Au-delà des institutions, nos leaders également. Il faudrait que nos politiques, nos personnalités politiques se rendent compte des réalités de leur jeunesse. Il faudrait que Mamadou Touré, et je vais lui faire une dédicace, je veux lui envoyer cette œuvre. Je vais lui envoyer cette œuvre pour qu'il puisse lire cette œuvre, se rendre compte de la réalité de la jeunesse ivoirienne. Une jeunesse dont il est le représentant. Il fait bien son travail parfois, en tout cas. La question de la transparence électorale en Côte d'Ivoire est un enjeu central qui soulève plusieurs problématiques. La crédibilité des institutions, le poids de la communauté internationale et la véritable capacité de l'opposition à incarner un changement. L'idée de transparence électorale est séduisante en théorie, mais en pratique, elle dépend de nombreux facteurs. L'indépendance des institutions, le respect des règles démocratiques et l'acceptation des résultats par tous les acteurs. Or, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où les crises post-électorales ont souvent été violentes, cette transparence est régulièrement remise en cause. L'un des intervenants, celui en costume rouge de la vidéo, critique l'idée même que la transparence électorale puisse être un objectif non idéologique. En réalité, toute réforme électorale a des implications politiques profondes et influence directement la structure du pouvoir. Il est donc naïf de croire qu'une réforme électorale neutre puisse être la solution miracle aux tensions politiques du pays. L'un des points forts du débat soulevé dans la vidéo est la question du rôle des puissances étrangères en Côte d'Ivoire. Depuis des décennies, la politique ivoirienne est marquée par des influences extérieures, notamment françaises. L'intervention de la France dans la crise de 2010 à 2011, qui a contribué à l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara, en est un exemple frappant. L'intervenant en costume rouge semble dénoncer une forme de tutelle internationale qui limiterait les choix des électeurs ivoiriens. Cette critique est légitime, car de nombreux observateurs africains dénoncent une ingérence excessive dans les affaires politiques du continent. Toutefois, il faut aussi reconnaître que les régimes politiques africains, en raison de leur dépendance économique et diplomatique, restent en interaction avec ces puissances. La vraie question est donc, comment garantir un système électoral crédible sans tomber dans une instrumentalisation extérieure? Un autre point intéressant soulevé est la nature de l'alternance en Côte d'Ivoire. Il exprime un scepticisme quant à l'idée que le successeur de Ouattara puisse réellement incarner un changement. Il critique notamment Tidjane Thiam, en le présentant comme un homme du système, formaté par des institutions financières internationales. Cette critique est pertinente dans le sens où l'histoire politique de la Côte d'Ivoire montre que l'alternance ne signifie pas toujours un changement profond. En Afrique, de nombreux dirigeants issus de l'opposition finissent par adopter les mêmes pratiques que leurs prédécesseurs une fois au pouvoir. La question est donc de savoir si l'alternance politique en Côte d'Ivoire permettra une réforme réelle ou si elle se limitera à un simple changement de leader sans impact significatif sur la gouvernance. L'intervenant critique également la stratégie de l'opposition, notamment celle de Simone Gbagbo et des autres leaders.
Il estime qu'ils adoptent une approche trop conciliante et qu'ils ne proposent pas une alternative radicale à Ouattara. Cette critique soulève un vrai problème, l'unité et la crédibilité de l'opposition. En Côte d'Ivoire, comme dans de nombreux pays africains, l'opposition est souvent fragmentée, minée par des luttes de leadership et des visions divergentes. Cette division profite au pouvoir en place, qui peut ainsi affaiblir toute tentative de changement réel. Le débat sur la transparence électorale en Côte d'Ivoire ne peut être dissocié de la question du rapport de force. Si l'opposition veut réellement changer les choses, elle doit s'organiser, proposer une vision claire et mobiliser une base populaire solide. De son côté, la société civile a aussi un rôle à jouer pour exiger des réformes et éviter que les élections ne deviennent un simple jeu de dupes. En fin de compte, le problème n'est pas seulement de remplacer un dirigeant par un autre, mais de s'assurer que le processus électoral permette une véritable expression de la volonté du peuple. Tant que les institutions ne seront pas suffisamment indépendantes et que les acteurs politiques ne prendront pas en compte les aspirations des citoyens, la question de la transparence électorale restera une illusion.